À la une de l'actualité ce jeudi en Côte d'Ivoire, le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité, la vente de puces interdites aux moins de 16 ans et dans les rues, des décisions importantes prises hier au Conseil des ministres, la synthèse en 5 minutes 56 dans votre édition. Négociations sur la trêve sociale également en Côte d'Ivoire. Début des travaux du comité ce matin. Le comité de 29 membres a été créé hier. Les discussions ont donc débuté ce jeudi. Au Royaume-Uni, l'actualité évolue au pas de course après l'attaque devant le Parlement britannique à Londres hier. Nouveau bilan, 3 morts et 7 arrestations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h au menu varié. On commence d'abord par le Conseil des ministres d'hier. Plusieurs décisions ont été prises, notamment le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité, la vente de puces interdites aux moins de 16 ans et dans les rues. Et concernant l'affaire agrobusiness, la deuxième phase de remboursement commence ce jeudi. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulé. Comme toutes les semaines, le Conseil des ministres ce mercredi n'a laissé aucun signe de tergiversation quant aux nombreuses décisions prises sur le quotidien des populations. Loin s'en faut bien le contraire. Et pour parler des différents points retenus au terme du point presse dit par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la réunion, on peut retenir dans un premier temps la mesure relative à l'identification des abonnés au service des télécommunications. Ce décret précise les règles d'identification des abonnés des services ouverts au public, ainsi que des utilisateurs des cybercafés. Ce décret rappelle notamment qu'il est désormais interdit de commercialiser toute carte SIM et tout dispositif d'accès au réseau non préalablement identifié. L'opération d'identification ne peut plus être effectuée en dehors des locaux des opérateurs ou des fournisseurs des services de télécommunications TIC et de ceux de leurs prestataires agréés. Ce décret interdit la vente ambulante de cartes SIM, je dis bien de cartes SIM, pas de cartes de recharge, et de tout autre dispositif d'accès au réseau ou services de télécommunications. S'agissant de la couverture maladie universelle, l'essentiel évoqué lors de cette réunion sur la question concerne le barème financier pour l'achat des médicaments et autres services. 30% comme part de l'assuré et 70% au compte de l'assureur, c'est-à-dire la CMU. Ce décret établit en application avec la loi instituant la couverture maladie universelle le barème des tarifs des actes de santé et des prix des médicaments pris en charge par la CMU. Ce décret fixe notamment à 70% pour la Caisse nationale d'assurance maladie et à 30% pour l'assuré, les proportions dans lesquelles seront effectuées la prise en charge des actes de santé et du coût des médicaments. Ce décret précise que ce taux peut être modulé pour les personnes jugées indigentes ou dans certains cas spécifiques en lien avec des objectifs de santé publique, par exemple quand il y a une épidémie. À noter aussi ce sujet très important, soumis à nouveau à la sagacité du Conseil, celui sur les négociations avec les formations syndicales pour une trêve sociale qui, pour le gouvernement, est d'une nécessité absolue. Dans le cadre du dialogue social engagé entre le gouvernement et la plateforme des organisations syndicales, les parties ont convenu de la mise en place d'un comité de négociation d'une trêve sociale. À cet effet, un projet d'arrêté a été signé par le Premier ministre et transmis aux organisations syndicales ainsi qu'au Conseil national du dialogue social pour observation. Les organisations syndicales ont désigné leurs représentants au sein du comité, donc en charge de négocier cette trêve, et nous pouvons indiquer que les négociations relatives à cette trêve sociale démarreront ce jour, mercredi 22 mars 2017. Et le dossier agrobusiness qui fait toujours parler de lui. Le Conseil, en l'abordant, revient sur le processus de remboursement des souscripteurs qui, selon le porte-parole du gouvernement, tient à 4 phases. Il a été enregistré en tout 21 sociétés. Il a été enregistré 53 593 souscripteurs pour 79 553 contrats. Ces souscripteurs ont investi un total de 101,600 milliards de francs CFA. Et les ressources
retrouvés à ce jour sur les comptes des entreprises d'agrobusiness s'élèvent à 24,5 milliards de francs CFA, ressources qui, comme vous le savez, font l'objet de répartition entre les souscripteurs. Il a été décidé de faire ce remboursement en 4 phases. La première phase concerne 7 sociétés pour lesquelles les niveaux de ressources disponibles sont satisfaisants parce qu'ils permettent aux souscripteurs de recouvrer entre 50 et 100% de leur investissement. Cette première phase a effectivement démarré le 15 mars 2017. La phase 2, qui concerne les entreprises dont les soldes bancaires disponibles représentent entre 20 et 50% du montant des souscriptions, démarrera le 23 mars 2017. Quant aux phases 3 et 4, qui concernent les sociétés dont les soldes sont compris entre 0 et 18,34%, les nombreuses réclamations portant sur les listes des souscripteurs concernés exigent un approfondissement des vérifications. De même, il est important que les travaux en cours de recherche ou de ressources cachées ou d'actifs aliénables, que ces recherches-là se poursuivent. L'objectif étant de rembourser le plus possible aux souscripteurs. C'est pour cela qu'il a été décidé de mettre les entreprises qui sont dans cette situation à la fin du processus. Par ailleurs, le Conseil s'est fait une idée de la première édition de l'opération Grand Ménage lancée récemment. Une idée pour parler surtout bilan et selon lequel environ 70% des communes à Abidjan comme à l'intérieur du pays ont pris part à l'opération. Quant à la deuxième édition de cette opération Grand Ménage, elle sera lancée le samedi 1er avril 2017. Après le Conseil des ministres, rapidement un tour en Allemagne où la première dame a un agenda chargé. Dominique Ouattara a accordé une série d'audiences au Forum allemand sur le cacao durable. Elle a également parlé avec une délégation de la Fédération des industries allemandes de chocolaterie. Le point avec Abiba Damblé. La première dame de Côte d'Ivoire a débuté cette série de rencontres avec le Forum allemand du cacao durable, conduit par M. Wacker, directeur de la coopération internationale du ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture. Le forum est venu d'abord traduire sa reconnaissance à Mme Dominique Ouattara pour l'honneur qu'elle a fait aux organisateurs en acceptant de présider ce 3e congrès. Ensuite, le forum a présenté son projet Pro-Planteur, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de 20 000 familles. Nous avons été très impressionnés par l'engagement de votre première dame dans votre pays dans ce domaine. Nous sommes convaincus qu'à travers cet engagement, nous pourrions atteindre les objectifs d'amélioration de la cacaoculture, de l'économie cacaoyère et des aspects sociaux dans votre pays. À travers notre rencontre avec la première dame, nous nous sentons aujourd'hui très encouragés pour pouvoir poursuivre notre engagement. Le projet Pro-Planteur est en cours d'exécution dans 3 régions du sud-est de la Côte d'Ivoire, à Bengouro, à Boasso et à Gboville, et mobilise 19 coopératives. Le projet vise en particulier à offrir aux femmes des opportunités d'améliorer leurs revenus et la base alimentaire de leur famille. En outre, le projet contribue à promouvoir une culture du cacao attrayante et lucrative auprès des jeunes producteurs et productrices. Notons que Pro-Planteur est un projet conduit par l'initiative allemande pour le cacao durable, une association qui rassemble l'industrie allemande de la confiserie et du commerce des denrées alimentaires, des organisations de la société civile allemande et le gouvernement fédéral représenté par le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture et le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement. Après cette première rencontre, les échanges se sont poursuivis avec la Fédération des industries allemandes de confiserie et chocolaterie, conduite par son président Stefan Nissner. Et les échanges ont encore une fois porté sur le cacao durable.
Nous avons discuté des choses très intéressantes avec la Première Dame, surtout en ce qui concerne le cacao durable. Elle nous a expliqué tous les progrès qui ont été faits dans ce domaine, surtout les lois sur l'école obligatoire pour les enfants, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Et tous ces progrès nous intéressent. Une délégation de la Fédération des industries allemandes de confiserie et de chocolaterie est attendue en Côte d'Ivoire dans les mois à venir. Et ici à Abidjan, justement, le comité de négociation pour la trêve sociale débute ses travaux aujourd'hui. Il est chargé, entre autres, de veiller à l'application des points d'accord conclus entre le gouvernement et les organisations syndicales. Ce comité a été mis sur pied hier au ministère de la fonction publique au Plateau. Le point avec Grace Kando. Le comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public est connu. Il est composé des membres du gouvernement, du Conseil national du dialogue social, des représentants de la plateforme, l'intersyndicale et des centrales syndicales. Les travaux de lancement du dit comité ont eu lieu ce mercredi. À l'ordre du jour, plusieurs points entre autres, le cadrage et les modalités de la négociation et l'adoption d'un chronogramme de travail. La séance d'aujourd'hui avait pour objet principalement de dérouler le chronogramme de travail pour la négociation maintenant de cette trêve sociale. Nous sommes tous tombés d'accord qu'il faut aller vite parce que les choses doivent pouvoir trouver des solutions. Les organisations syndicales souhaitent que des solutions soient trouvées sur les différents points de désaccord. Le stock des arriérés, la question des libertés syndicales et des impôts sur le salaire. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et alors nous allons égrener nos propositions. Quand on est une organisation syndicale, c'est pour que les préoccupations que nos mandats nous donnent soient discutées avec les chefs d'entreprise, qu'ils soient du service public ou privé. Et c'est pourquoi le fait qu'on nous associe pour que nous puissions discuter de nos préoccupations, nous saluons déjà cela. Les travaux du comité de négociation de la trêve sociale seront remis au Premier ministre le 14 avril prochain. Mais avant, le comité de négociation pour la trêve sociale a débuté donc ses travaux ce matin. Hier, vous le savez, c'était la journée mondiale de l'eau. L'édition 2017 est consacrée aux eaux usées. Pour coller à l'actualité, un constat a été fait par la rédaction de RTI 1. C'est celui des eaux usées qui dégradent les bitumes à Abidjan. Un élément de Koné Pagasor. À Bobo, rond-point du Banco. Ces véhicules obligés de conduire en sens inverse. D'autres encore préfèrent passer sur ces terres pleines. La raison, cette partie du bitume dégradée par les eaux usées provenant de ces caniveaux bouchés. Nous sommes obligés de passer par ici, parce que l'autre coin là est gâté par la canalisation là. Donc on n'arrive pas à passer là-bas. Donc on est obligé de dévier, passer par le sens inverse. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux usagers. Au rond-point là, c'est foutu, c'est pas bon de tout. Ma voiture est foncée là. Donc j'ai tous les problèmes. Autre commune, même réalité. Ici à Koumassi, dans les quartiers Saint-François, Carrefour Barrage et Mairie, la présence de ces eaux usées de couleur verdâtre, un véritable nid de moustiques et autres insectes. Pour certains habitants, la faute incombe aux riverains. Nous les habitants même, c'est nous qui avons provoqué tout ça. Chacun il vide son tuyau, donc ce qui fait que nous on a toujours les problèmes ici. C'est la population qui bouge ça, avec les ordures et toutes les canalisations des douches WC, c'est tout ça qui est relié ici. Au banc des accusés, il y a aussi les gérants des toilettes publiques. Celui-ci, apparemment, a perdu l'usage de la parole devant notre micro. Quand il pisse là, ça va où? Non. Dans quel niveau? Il y a un passe ici pour aller au marché. Donc il y a d'autres qui tombent dedans. Tout ça, c'est maladie. Si c'est la mairie, on va voir ce qui se passe. La présence de ces eaux usées sur les bitumes et dans les quartiers, un véritable cauchemar pour les populations. Elle lance un SOS. Les moustiques, fièvre typhoïde, même veut me tuer. Moi, je fais injection de fièvre typhoïde. Ça fait 3 fois, ça me prend. Depuis le goudron est gâté, l'eau est beaucoup. Les gens voient que c'est sale. Ils ne viennent pas boire café encore. Pour nous, notre responsabilité, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte de collecter
tous les points de refoulement des eaux usées dans notre commune. Le maire de Koumassi, lui, a choisi d'inviter dans sa commune l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET et de nombreux partenaires techniques. Objectif, faire découvrir ces eaux usées à ses partenaires au développement dans les quartiers de la commune en vue d'une solution durable. Le constat, c'est que si nous avons la SODECI un jour, l'autre jour, nous n'avons pas l'ONAD. Et si PFO est sur le chantier, que SODECI n'est pas joignable, ça ne peut pas faire avancer le travail. Donc il était bon que tout le monde se mette ensemble, que le constat soit fait ensemble, que des engagements forts soient pris par les uns et les autres, afin que le travail avance. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, conduite par son directeur général Basile Eba, est allée sur le terrain pour constater. Destination, la commune de Koumassi. Cette commune a de vrais problèmes d'assainissement. Le premier des problèmes, c'est effectivement l'insuffisance, voire l'inexistence de réseaux d'assainissement dans un certain nombre de quartiers. Ensuite, le peu de réseaux d'assainissement qui existent est malheureusement, je dirais, mal utilisé avec des eaux usées qui sont rejetées directement à partir des fosses septiques dans ce réseau d'assainissement. Pour Basile Eba, Koumassi n'est pas un cas isolé. À Bobo, c'est également dans la même situation. On a le même type d'habitat, les gens utilisent les fosses septiques. Malheureusement, ces fosses septiques ne sont pas utilisées comme il faudrait et donc les eaux de ces fosses septiques sont rejetées dans les réseaux d'eau pluviale. Nous allons déjà commencer à curer, n'est-ce pas, les réseaux qui sont obstrués, de façon à libérer ces réseaux pour que les réseaux fonctionnent dans une certaine mesure, mais l'opération ne donnera de résultat que lorsque les exutoires, tels que ceux que vous voyez derrière nous, seront totalement désobstrués. Le temps qu'une solution soit trouvée dans les jours qui suivent, le bitume continue d'être dégradé et les populations des communes du district d'Abidjan, elles, sont obligées de vivre dans ces eaux usées, mettant ainsi leur vie en danger. Il faut dire que mieux recycler les eaux usées pourrait permettre de créer de l'énergie. C'est ce que révèle un rapport mondial des Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, parce que chaque jour dans le monde, 80% des eaux usées sont rejetées sans traitement. La première promotion de l'école doctorale en changement climatique et biodiversité a fait sa sortie. C'était au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville où 9 docteurs ont reçu leur parchemin. Patricia Oumou-Etia. Pour cette première promotion, ils sont 9 au total. Ils sont issus du Sénégal, de la Gambie, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso. 4 années d'études doctorales sur les questions relatives aux stratégies de solutions face au changement climatique. Au thème de cette formation, les doctorants sont désormais outillés pour apporter leur expertise dans leurs pays respectifs. La thèse a porté sur les caractéristiques écologiques de l'habitat de l'éléphant. La partie nord du Togo a été conservée par des aires protégées, mais actuellement, à cause du changement climatique et des activités anthropiques, ces aires-là sont endommagées. Nous avons essayé lors de notre travail d'essayer de modéliser la connectivité de ce qui reste en termes de qualité d'habitat pour l'éléphant pour voir comment est-ce qu'il faut maintenant améliorer la protection de ces reliques d'habitat qui sont bons et qui restent pour l'éléphant. Et nous avons effectué nos travaux au parc national de la Comoé, qui est une réserve de biosphère. Et nous avons pensé qu'il était bon de commencer de rechercher au niveau d'une zone protégée pour connaître l'existant et ensuite appliquer tout ce qu'il y a comme connaissance en termes de biotechnologie dans les zones cultivées notamment et autres espaces. Pour le porte-parole des docteurs, la qualité et l'excellence de cette formation lui ont déjà permis d'obtenir un poste d'enseignant-chercheur dans son pays, le Niger. Le pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny a été sélectionné pour accueillir le programme doctoral en économie du changement climatique. La mise en place de ce programme résulte d'un constat selon lequel les pays d'Afrique de l'Ouest sont parmi les plus exposés face aux conséquences des changements climatiques.
Ce communiqué du Conseil national de la presse, c'est un communiqué relatif à l'assassinat du muezzin de la Grande Mosquée de Mans le samedi 11 mars dernier. Plusieurs journaux ont publié l'image insoutenable du crime. Cette image présentée en couleur à la une ou en 4e page ou encore en page intérieure met en relief le criminel assis sur sa victime baignant dans le sang. Le Conseil national de la presse observe qu'une telle image publiée en l'état, sans le moindre traitement, est contraire aux règles de l'éthique et de la déontologie de la profession. Elle porte atteinte à la dignité humaine et ravive la douleur des familles éplorées. C'est pourquoi le CNP enjoint la presse de se garder de publier de telles images et invite les journalistes à la vigilance dans l'appréciation des articles de presse avant leur publication. À Bokanda, les femmes rurales ont été célébrées le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette journée leur a permis de nouer un partenariat avec les femmes productrices d'Atieke de Yopougon Azito. Reportage Chaltato. Les femmes du département de Bokanda ont axé depuis un an leurs activités agricoles sur la culture du manioc. Très bientôt, elles vont procéder à la récolte. Les premières productions de leurs champs vont être évacuées vers les transformatrices de manioc de Yopougon Azito. Nous avons signé un partenariat avec les femmes ébrouillées qui font de l'Atieke de qualité pour former les femmes Agba pour mieux s'améliorer dans la culture de l'Atieke. La célébration de la Journée internationale de la femme a permis à la présidente de l'ONG AFA, qui intervient dans les activités de culture de manioc, de rapprocher les femmes d'Azito des productrices de manioc du département de Bokanda. Ils ont de manioc ici, mais nous, Azito, disons, à Yopougon, nous n'avons pas assez de terre pour planter le manioc. Nous sommes arrivés à tisser un lien avec eux et apprendre à faire la Tieke aux femmes de Bokanda. Nous faisons de la Tieke qui va à l'extérieur, plus de 10 tonnes, 15 tonnes par là. Donc nous sommes ravis d'être ici et prendre assez de manioc avec elles. Les autorités locales ont loué le courage des productrices du manioc, dont les activités contribuent à leur propre autonomisation et à l'économie du pays. Et la fuite des productions de la noix de cajou vers les pays limitrophes tue l'économie de la Côte d'Ivoire. Dans le Gontougo, les autorités ne veulent pas rester les bras croisés face au phénomène. Alors, le député de Bondoukou commune a fait une tournée pour sensibiliser les producteurs de 21 villages de sa localité, nous dit Michel Digré. C'est la 3e saisie depuis le début de l'année de véhicules tentant d'écouler des productions d'anacade vers le Ghana à partir du Gontougo. Ce sont des centaines de tonnes qui échappent ainsi au dispositif mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour la commercialisation de la noix de cajou. Mais si le produit s'en va au Ghana, les ristounes, on va les trouver où pour construire ce château que l'État nous a promis? L'école. L'État ivoirien ne perçoit pas de taxes sur les productions exportées clandestinement vers les pays limitrophes. C'est le message livré aux populations par Maïzan Kofé-Noël, député de Bondoukou commune. Il a invité les planteurs à se référer aux mécanismes en vigueur pour la commercialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. On leur a donné les rudiments nécessaires en termes de sensibilisation, bien entendu, pour qu'elles s'approprient le process qu'a mis en place le conseil du coton anacade. Naturellement, il y a des mécanismes qui sont méconnus par endroits par nos populations. Et donc, avec les techniciens du conseil du coton anacade, je pense que la sensibilisation va s'amplifier, va continuer. Les forces de sécurité, elles, souhaitent l'implication des populations dans la lutte contre ce fléau. Le conseil d'administration de l'Union des sociétés coopératives a eu aussi une séance de sensibilisation et d'information de ses producteurs membres sur la qualité. Le commentaire d'Éric Goré. Les coopératives exerçant dans la filière café-cacao doivent opter pour l'interprofession pour être plus fortes. C'est le vœu du président du conseil d'administration de la coopérative de la Nawa, USCOP Nawa. Selon le président de cette coopérative, l'union de tous les acteurs de la filière café-cacao s'impose pour plus de compétitivité.
À l'en croire, les bailleurs de fonds ne veulent plus financer les coopératives individuelles. Ces partenaires financiers et techniques veulent s'engager auprès des coopératives rassemblées. À cette rencontre, les représentants de la NADER n'ont pas dit autre chose que d'encourager cette initiative qui va, dans un futur proche, participer à l'émancipation de toutes les coopératives de cette région. Plus de 83 groupements ont pris part aux échanges qui vont aboutir très bientôt à l'union de toutes ces coopératives de la région de la Nawa. Agriculture et éducation. Le Conseil régional du Lodjiboua remet officiellement des prises en charge aux élèves de la région. Les bénéficiaires sont les élèves défavorisés. Sylvain Gonetti et Thérèse Tapeyoboué. Ce sont 90 élèves en situation difficile de paiement de scolarité qui ont reçu cet appui de la collectivité décentralisée dans le cadre de sa politique sociale. Les bénéficiaires ont été sélectionnés dans 6 établissements secondaires du Lodjiboua, soit 3 à Divo et 1 dans chacune des localités que sont Iré, Guitry et Lakota. Une commission technique du Conseil régional, appuyée par la Direction régionale des affaires sociales et la Direction régionale de l'éducation nationale, a permis de sélectionner ces élèves. Le vice-président du Conseil régional a révélé que l'institution restera toujours aux côtés des plus défavorisés. Jean-Baptiste Anoua a également appelé à la paix dans la région et invité les élèves à se consacrer exclusivement à leurs études. Il a notamment dénoncé l'incivisme de certains d'entre eux qui s'adonnent à des mouvements de grève répétés, notamment à la veille de congés scolaires. Dans le Lodjiboua, au moins 25% des élèves abandonnent le chemin de l'école en pleine année scolaire. Au nombre des raisons qui détournent les élèves de l'école figure en bonne place le manque de moyens des parents. La 46e semaine culturelle et sportive de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, est lancée. Les festivités se tiendront sur une semaine. Plusieurs activités culturelles et sportives sont au programme. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Une parade des pensionnaires de l'école militaire préparatoire technique dans les rues de la ville de Bingerville. À l'arrivée, une coupure de ruban pour lancer la 46e semaine culturelle et sportive pour cette école d'excellence. Quelle perspective pour l'enfant du troupe est le thème de ces festivités? Le commandant école, le lieutenant-colonel Hervé Koumé, a donné les raisons de la semaine culturelle et sportive. Pour lui, cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'épanouissement et de divertissement de l'enfant du troupe. Des activités qui contribuent à la formation de ces jeunes filles et garçons. L'enfant de troupe, Josias Brissien, président des enfants de troupe, a exprimé la gratitude de l'ensemble des élèves pour cette activité. Une activité qui, selon lui, leur permet de se recueillir, mais aussi de renforcer l'intégration sous-régionale. Les prestations des ouvrages sont saluées par le directeur de cabinet adjoint du ministre chargé de la Défense et le chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire. Ils invitent les enfants de troupe à fournir plus d'efforts pour de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Cette semaine culturelle et sportive prendra fin le dimanche 25 mars prochain avec des opérations coups de balai, des conférences et des activités gastronomiques. Hors de nos frontières, Londres, frappé au cœur hier. Une minute de silence observée au sein du Parlement britannique ce matin. L'attaque est survenue un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles. Nouveau bilan, 3 morts, au moins 40 blessés, 7 suspects arrêtés. Sylvie Touré. Une minute de silence au Parlement britannique ce matin. Les députés ont repris la session, interrompue la veille par un attentat visant le palais de Westminster et qui a fait 3 morts, 29 blessés hospitalisés, dont 7 dans un état critique. Une enquête ouverte aussitôt a permis ce jeudi l'arrestation de suspects selon le commandant de l'unité antiterroriste. Des centaines d'enquêteurs ont travaillé toute la nuit et pendant ce temps, je peux vous dire que nous avons repéré 6 adresses et procédé à 7 arrestations. Les investigations se poursuivent à Birmingham, à Londres et dans d'autres lieux dans le pays.
Les investigations se poursuivent. La piste terroriste semble la plus plausible selon les premiers éléments de l'enquête. La première ministre Theresa May a dénoncé un attentat pervers. Les forces du mal ne nous diviseront pas, a-t-elle ajouté. Les heures qui ont suivi l'attentat le plus meurtrier du pays, après celui de 2005, revendiqué par des sympathisants d'Al-Qaïda et qui avait fait 56 morts. L'attaque de Westminster survient un an jour pour jour après celui de Bruxelles, dans lequel 32 personnes avaient trouvé la mort. Il faut ajouter qu'aux dernières nouvelles, l'auteur de l'attaque était connu des services de sécurité et faisait l'objet d'une enquête selon Theresa May, Premier ministre britannique. L'attaque a été revendiquée il y a quelques instants par l'organisation État islamique. On vient également de l'apprendre, un ressortissant français a été enlevé ce matin au Tchad, dans la région d'Abéché. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité.